Le président de me donner la parole, qu'il me soit permis avant toute chose de dire mon entière et sincère gratitude aux organisateurs pour ce colloque dont ils ont eu la lumineuse inspiration et pour la réalisation duquel ils ont bien voulu m'associer. Je suis d'autant plus à l'aise qu'il me revient, pour ainsi dire, de clore le bal des communications, et les différentes interventions qui ont été écoutées jusqu'ici peuvent constituer en quelque sorte le sol à partir duquel je voudrais m'élancer, un peu comme la chouette de Minerve dont parle le philosophe. Pour être plus sérieux, les différentes contributions, les différentes communications nous ont donné de comprendre, s'il en était encore besoin, que le monde et l'humanité traversent en réalité une véritable crise climatique. Et c'est dans ce sens que le secrétaire général de l'ONU, le 12 décembre 2020, appelait vraiment avec du corps et avec des cris les États du monde entier à déclarer l'état d'urgence climatique sur leur territoire. Et d'où donc l'intitulé de ma réflexion: déclarer l'état d'urgence, une réponse du droit face aux risques climatiques. Que l'on parle de déclaration, cela ne pose aucune difficulté particulière parce que la déclaration en elle-même n'a pas de force contraignante. Et un peu à l'exemple des promesses politiques, elle n'engage que ceux qui y croient. En revanche, lorsque l'on parle de déclarer l'état d'urgence climatique, cela pourrait éveiller quelques susceptibilités chez le juriste, en général ce que nous sommes, et chez le juriste publiciste en particulier, ce que je ne suis pas. Mais même si la loi du 3 avril 1955, autant pour moi, relative à l'état d'urgence, prend le soin de ne pas définir la notion d'état d'urgence, on s'accorde néanmoins, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle qui, en tant que telle, requiert des mesures elles-mêmes exceptionnelles. Il s'agit donc d'un régime juridique tout à fait spécial qui, en raison des pouvoirs qu'il confère à l'autorité publique, s'apprécie davantage au regard de la marque qu'elle imprime sur les libertés publiques. Pour dire les choses autrement, si l'on redoute tant la déclaration de l'état d'urgence, c'est en raison de ses potentielles répercussions sur les droits et libertés fondamentaux. À partir de ce moment, vient de manière tout à fait naturelle la question de savoir si donc la déclaration de l'état d'urgence peut être un instrument juridique efficace et nécessaire dans la lutte contre la crise climatique actuelle et incidemment dans la prévention de ce que l'on présente désormais comme étant la future guerre climatique. En d'autres termes, dans quelle mesure la mise en place de ce dispositif d'exception peut aider de manière globale donc, à ce que l'on a appelé la gouvernance climatique. Mais je voudrais que l'on s'accorde un peu sur le sens et par conséquent sur le poids des mots. Parce que soutenir dans le cadre de cette réflexion que l'état d'urgence climatique peut être mobilisé en vue de soutenir la lutte contre la crise climatique, ce n'est pas dire que le droit ou alors ce droit exceptionnel est l'unique moyen pour y parvenir. Tout comme nous ne voulons pas dire à travers nos propos que le seul moyen pour pouvoir faire face de manière efficace à la crise climatique, c'est d'employer les moyens de droit. Il y a aussi certainement d'autres expertises qu'il faut mobiliser. Cela dit, je crois que pour que le droit, notamment le droit exceptionnel qu'est l'état d'urgence climatique, puisse contribuer à faire face à la crise climatique, il faut au préalable deux aspects. Il faut d'abord que sa notion en droit puisse être précisée et que ses modalités de mise en œuvre puissent être également déterminées. Ce sont ces deux aspects que je souhaite aborder pour ma part en insistant dans un premier temps sur la notion émergente d'état d'urgence climatique et en esquissant dans un second temps la mise en œuvre de ce droit purement dérogatoire. Dans un premier temps, donc, la notion émergente d'état d'urgence climatique. Alors, la notion d'état d'urgence climatique, elle est tout à fait nouvelle dans le débat des juristes, ou alors, même si elle n'est pas nouvelle, elle se pose en des termes nouveaux. Et en effet, l'état d'urgence vient s'ajouter aux autres catégories d'état d'urgence que nous connaissions jusqu'alors, notamment l'état d'urgence sécuritaire et plus récemment encore l'état d'urgence sanitaire, ce qui amène un peu à bouleverser, on pourrait dire, de la sorte les catégories et les conceptions que l'on pouvait avoir de ce phénomène.
Mais la spécificité donc de l'état d'urgence climatique réside d'une part dans son fondement qu'il faut encore rechercher et aussi dans son contenu qui reste encore à échafauder. En ce qui concerne donc d'une part le fondement de l'état d'urgence climatique, il s'agit ici de rechercher sur quel fondement juridique un État pourrait mettre en œuvre l'état d'urgence climatique pour faire face aux risques climatiques. Et c'est là un véritable point de discussion, pour ne pas dire même de discorde au sein de la doctrine. Alors, certes au niveau international, il y a plusieurs textes qui font expressément mention de l'état d'urgence climatique. Sans souci d'exhaustivité, on peut citer rapidement donc, la résolution du Conseil des Nations Unies, adoptée le 12 juillet 2019 et relative aux droits de l'homme et au changement climatique. On peut également citer, à l'échelle européenne cette fois-ci, le règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 30 juin 2021, établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique. Bien que ces textes n'imposent pas aux États de procéder à la déclaration ou alors de déclarer l'état d'urgence climatique, ces textes sonnent comme des cris d'appel ou alors comme une sonnette d'alarme, invitant donc les États à prendre les mesures qui sont à la hauteur de la menace. Donc, en droit national, c'est avec une grande peine que l'on retrouvera, par exemple, dans le corps de la Constitution, une consécration expresse de la possibilité de déclencher l'état d'urgence climatique. Il en va de même de la loi donc, de 1955 relative à l'état d'urgence, qui ne fait pas mention de cet aspect. Doit-on pour autant, donc, face à ce défaut, à ce silence des textes, conclure qu'il est impossible de déclarer l'état d'urgence climatique comme en appelle une certaine doctrine? Nous pensons, ou alors je pense, que ce serait peut-être méconnaître la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment lorsqu'elle a été saisie dans la loi, en ce qui concernait le contentieux de la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Je parle de l'état d'urgence sanitaire parce qu'il y a, et on aura l'occasion de le voir plus tard, une relation parfois inextricable entre la crise climatique et la crise sanitaire, la seconde pouvant être la cause de la première. Donc, et on va voir que le juge du Conseil constitutionnel saisi en vue de la prorogation de la loi sur l'état d'urgence sanitaire a précisé de manière tout à fait globale que tout ce qui n'est pas interdit par la Constitution est permis. Autrement dit, rien n'empêche, pour reprendre exactement les propos, la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence compte tenu des circonstances. Cela voudrait dire, à notre sens, que le fondement à partir duquel on peut déclarer l'état d'urgence climatique n'est pas recherché dans les textes internationaux et dans les textes nationaux, mais bien dans la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qui a créé ce qu'il est convenu d'appeler désormais un droit constitutionnel jurisprudentiel d'exception, qui se résume en ceci, je le rappelle, tout ce qui n'est pas exclu ou interdit par la Constitution est permis. Donc après avoir précisé ce fondement qui était tout à fait obscur, on peut à présent voir à quoi peut ressembler l'état d'urgence climatique, notamment en référence avec les états d'urgence qu'on a connus jusqu'alors. D'autre part, donc, on envisage le contenu de l'état d'urgence climatique. Alors, la crise climatique se manifeste en des termes et en des proportions différentes par rapport à la crise sanitaire, notamment dans sa survenance, dans son ampleur et dans ses conséquences, puisqu'elle s'étale dans la durée. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, jusqu'ici, on a eu des déclarations solennelles d'état d'urgence climatique, notamment au niveau des États, au niveau des organisations, et on a estimé peut-être qu'il n'était pas nécessaire de mobiliser l'état d'urgence connu par les juristes. Autrement dit, le droit à l'état d'urgence qui impose, ou alors le droit d'urgence contraignant, qui vise à prendre des mesures contraignantes, pouvant dans une certaine mesure porter atteinte aux droits et libertés. Donc, mais on va se rendre compte qu'avec cet état d'urgence souple, qui a été opté par beaucoup d'institutions au niveau international et même au niveau national, plusieurs universités, si ce n'est pas le cas de l'Université d'Orléans, peut-être ça va venir. En tout cas, je crois que ce colloque est déjà une pierre posée à l'édifice en vue de la reconnaissance de l'urgence de la situation. Mais ce que l'on reproche fondamentalement
à l'état d'urgence, tel que décrété par la plupart des organisations, y compris des universités, c'est que, en dépit de tout cela, l'impact ou alors l'empreinte carbone n'a pas baissé. Au contraire, les chiffres sont plutôt très alarmants. On peut citer à propos donc le dernier rapport de la GIEC, cela a été surabondamment évoqué ici, je ne voudrais pas insister dessus, mais d'où donc la nécessité ou alors d'où l'appel de certaines organisations à la prise des mesures plus fortes, non seulement plus fortes, non seulement plus contraignantes, mais surtout urgentes. La raison pour laquelle donc on peut estimer que l'on peut mettre à côté de cet état d'urgence souple, c'est-à-dire qui consiste en des simples déclarations, un état d'urgence purement dur. Il consistera donc à prendre des mesures qui pourront effectivement, comme je l'ai relevé en amont, porter atteinte aux droits et libertés. De l'avis des experts, on pourrait par exemple globaliser ou alors généraliser et rendre obligatoire le télétravail, ce qui pourra réduire les mobilités. Encore faudra-t-il qu'une étude puisse établir réellement qu'en travaillant chez soi plutôt qu'au bureau, on parvient à réduire l'empreinte carbone. Mais autant de mesures qui sont proposées, on suggère également de pouvoir réduire la circulation des véhicules. On demande aussi de pouvoir limiter les voyages internationaux. Bref, on se rend compte que l'on peut également, comme on a fait avec la crise sanitaire, mobiliser le couvre-feu pour les véhicules à partir peut-être d'une certaine heure ou à partir d'une certaine zone géographique. D'ailleurs, en France déjà, il existe des zones à faible émission, mobilité, où effectivement il y a des critères qui sont mis en place pour pouvoir circuler. Donc on se rend compte qu'on est en train d'évoluer progressivement, peut-être même sans s'en rendre compte, vers cet état d'urgence particulier, dur, comme nous avons choisi de l'appeler. Mais on peut déjà aussi remarquer l'impact que pourraient avoir de telles mesures sur les droits et libertés. D'où la nécessité de pouvoir, au moment de sa mise en œuvre, ce que nous allons voir dans un second temps, se rassurer qu'il n'y a pas une atteinte disproportionnée aux droits des individus. Donc, dans un second temps, j'aborde donc la mise en œuvre de l'état d'urgence climatique. Étant donné que l'état d'urgence climatique est une menace, ou alors la crise climatique est une menace globale, il est nécessaire, à l'échelle nationale, de prendre des mesures qui s'inscrivent plus globalement dans des principes qui ont été définis à l'échelle internationale. Et ces mesures, ou alors ces principes, doivent être contrôlés par le juge et pour qu'il n'y ait pas effectivement d'atteinte disproportionnée. Alors donc, en ce qui concerne le renforcement des principes généraux qui sont dégagés à l'échelle internationale, les précédents intervenants ont surabondamment traité de la question, notamment les principes d'Oslo ou les principes encore même qui sont dégagés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui invite par exemple au principe de précaution, au principe de prévention, au principe pollueur-payeur et à d'autres principes comme le principe de correction à partir de la source, qui invite donc les États non pas à traiter les manifestations ou les conséquences de la crise ou alors de l'atteinte au climat, mais plutôt à traiter les causes fondamentales. Mais à côté de ces principes que l'on peut qualifier de classiques, il y a d'autres principes qui émergent, suggérés notamment par la doctrine. Par exemple, le principe de la compétence universelle en matière de répression des atteintes au climat. Cela s'inscrit dans la dynamique de la reconnaissance à l'échelle internationale du crime d'écocide. On part du principe que si on reconnaît l'atteinte au climat comme étant un crime, disons plus globalement contre la terre ou bien contre la postérité, alors on pouvait permettre à tout État de sanctionner les émissions de gaz à effet de serre dès lors qu'elles sont d'une certaine ampleur, ou alors même au juge pénal international de pouvoir se saisir de cette affaire et de pouvoir sanctionner les États, ou alors même des entreprises qui, dans leur manière de fonctionner, ne tiendraient pas suffisamment en compte l'aspect préservation du climat. Donc, on va voir qu'à côté de ces principes, pour qu'ils soient efficaces et pour qu'il n'en résulte pas, je le redis une fois de plus, une atteinte disproportionnée, la place de la justice climatique est plus que jamais souhaitée. Il s'agira essentiellement donc pour le juge de veiller, non seulement du côté des mesures qui sont mises en place par l'État pour mener sa politique, mais de veiller aussi sur les droits des citoyens. Et je ne voudrais pas évoquer ici, pour ne pas rejoindre mon copanéliste, l'affaire du siècle, mais je voudrais plutôt vous citer une affaire
très civiliste dont les faits sont assez, j'allais dire plutôt insolites. Il s'agit donc de la Cour de cassation qui a été saisie des faits de vol aggravé des personnes qui étaient certainement des défenseurs du climat et qui s'étaient rendues dans une mairie et y avaient retiré le portrait du président de la République et qui avaient été poursuivis pour ces faits. Alors, la Cour de cassation, qui fait expressément mention de l'état d'urgence sanitaire, je crois que c'est la toute première fois, dit donc que le fait d'avoir décroché le portrait du président de la République en guise de protestation contre la politique menée ne devrait pas, c'est ce qu'elle dit de manière très subtile, ne devrait pas entraîner une responsabilité pénale. Donc elle a cassé la décision, ou alors cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait cru devoir condamner ces personnes, ces manifestants, pour vol aggravé. Donc voilà les aspects que peut revêtir cette lutte contre le réchauffement climatique ou plus globalement contre le risque climatique. En fin de compte, on voit donc que la notion, sans doute encore émergente, d'état d'urgence climatique n'est pas une utopie. Son fondement réside donc dans le droit constitutionnel jurisprudentiel d'exception et son contenu peut être à la fois souple ou rigide. Sa mise en œuvre suppose une prise en compte des principes donc décidés à l'échelle internationale sous le contrôle du juge. Et je voudrais clore rapidement mon propos par ce par quoi j'aurais pu l'introduire, c'est de dire que si l'état d'urgence climatique est nécessaire ou alors peut contribuer dans la lutte contre le réchauffement climatique, est-il pour autant souhaitable? Il me semble qu'il faut, toute proportion gardée, anticiper ou alors prévenir, pour reprendre l'expression qui a été employée ici tout à l'heure, il faut plutôt prévenir que guérir, autrement dit anticiper. Et telle est la substance de ce que le Conseil d'État a relevé dans son rapport de 2021. Il dit ceci, que je cite, « Pour que la notion d'exception garde un sens, déclarer l'état d'urgence climatique ne devrait en effet jamais être qu'une ultime solution. » Donc, malheureusement, nous tendons, si nous ne sommes pas encore, nous tendons en tout cas vers une société de l'urgence où on a complètement, je dirais que on a complètement, où la normalité est effectivement devenue l'exception et où l'exception est devenue donc la normalité, où on traite tout dans l'urgence, faute effectivement d'une véritable politique définie en amont et qui aurait permis d'anticiper certaines choses. Je le dis d'autant plus que les problèmes climatiques qui ressurgissent aujourd'hui auraient pu être traités hier. Ça fait plus de 30 ans, effectivement, que cette problématique est posée sur la table des dirigeants, des hautes institutions. On ne peut qu'inviter à la responsabilité donc, de toutes les parties prenantes, afin que face à cette urgence dramatique, qu'est l'urgence climatique, on ne soit pas bien obligé d'engager aussi des mesures drastiques. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon intervention, non sans vous remercier de votre très bien aimable attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre communication et cette